Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat, celui de la quête effrénée de richesse et de ses conséquences. Bien le bonsoir chez vous et bienvenue dans Secret de vie sur RTI 2. L'argent facile m'a perdu. C'est le secret de vie de Stéphane, notre témoin. En composant le 27 22 40 12 58, vous pourrez participer au décryptage de son histoire, mais aussi participer à sa guérison émotionnelle et psychologique. Dernier numéro de la semaine et nous bouclons la boucle avec notre coach et thérapeute énergétique, Irine Koné, qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Lynn. Bonsoir Irine. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ravi, ça va bien, Dieu merci. Dernier numéro de la semaine. C'est ça. Êtes-vous prête pour une nouvelle aventure? Absolument. 27 22 40 12 58, c'est le numéro à retenir car après écoute de l'histoire de notre témoin Stéphane, vous pourrez intervenir. Comment Stéphane s'est retrouvé dans une telle situation? Et comment se fait-il que son secret de vie est « l'argent m'a perdu » Nous vous invitons à suivre son histoire. Je m'appelle Stéphane, j'ai 25 ans. Tout le monde me prend pour un homme qui a réussi. Mais avant ça, j'étais un jeune qui galérait. Je n'avais complètement rien même. J'étais au quartier tout le temps. Lorsque je gagnais 100 francs ou 200, je partais m'asseoir au cyber avec des amis. Vraiment, c'était la galère même, complètement. Côté parents aussi, les choses n'étaient pas au beau fixe. C'était pas ça même. J'ai dû très tôt apprendre à compter sur moi-même. J'avais des amis qui me frustraient beaucoup parce qu'eux, ils avaient réussi. Ils étaient bien, ils étaient dans le game, tout ça, ils étaient en place. Ils avaient leur voiture et tout ça. Moi, je voyais ça, bon, je sais pas, voilà, je suis un gars tranquille, je suis dans mon coin. Je vais pas aller m'afficher et me demander quoi que ce soit à quelqu'un. Donc comme ça, il y a un ami à moi, parce qu'on fréquentait le même cyber, bon, c'est lui d'amitié, quand il y avait besoin de connexion, c'est dépannait souvent, qui me dit qu'il y a un business pour moi. Il me dit carrément, Stéphane, bon, il y a un business pour toi, on va le faire ensemble, tout ça, tu pourras t'en sortir grâce à ça. C'est comme ça que je commence. Et lorsque je commence, ça a commencé avec des petites annonces sur Internet, des mails, des faux profils, où on arnaquait des vieilles blanches même, qui voulaient des petits jeunes, des plus jeunes blancs, même des vieux blancs même qui voulaient des jeunes filles blanches. Comme ça, on leur soutirait de l'argent, on leur disait que non, on avait des petits pots bobos et tout. Donc, ils faisaient des virements et tout ça. Et lorsque l'argent commençait à affluer, j'ai vu que bon, c'était facile de un. C'était facile, tu es assis derrière ton écran, tu discutes avec le monsieur, le gars, il t'envoie de l'argent. Et lorsque l'argent a commencé à venir, les gens me regardaient différemment. Il n'était plus le pestiféré qu'on voyait, qui vient tout s'asseoir au cyber avec ses 100 francs de connexion, qui tournait dans le quartier. Il y avait vraiment ce respect-là. Il y avait vraiment cette envie de me ressembler. Et ça me plaisait beaucoup. J'en raffolais. Quand je voyais les gens me regarder avec des yeux brillants et tout ça, j'étais en extase. Donc, c'est comme ça que j'en voulais toujours plus. Je voulais toujours que les gens parlent de moi. Je voulais toujours que les gens aient mon nom dans leur bouche. Donc, j'ai entrepris de graver les échelons, de passer à tout autre niveau. Et là, je crois que j'ai fait l'irréparable. Je suis allé voir des personnes peu recommandables, des marabouts, des féticheurs. Lorsque j'y pense encore, la première fois, on m'a présenté un féticheur au Bénin. Parce qu'il y a mon ami qui m'avait mis dedans, le gars me dit non, ici au pays là, les gens entendent trop les choses. Ça on fait un gars au pays là, forcément les gens vont entendre. Donc allons au Bénin, là au moins, d'un village reculé là-bas, personne ne va savoir qui on est, tout ça. Donc comme ça qu'on s'en va, bon, en ce moment-là, on n'était pas encore arrivé à un stade, donc on a pris un car.
les voyages, tout ça, c'était bien plus tard. On a pris un car, direction là-bas, on arrive, le gars des auberges et tout. On lui explique pourquoi on est là. Et le monsieur nous dit carrément, pour ce qu'on est venu faire là, il faut un sacrifice humain. Et c'est le génie qui est en mesure de nous donner ce qu'on veut. Il veut du sang frais. Et le monsieur m'a donné à moi, puisque la constatation s'est faite de manière distincte. Il m'a dit, il me donne 3 jours pour réfléchir. Après les 3 jours, moi je suis venu, il lui a dit, je suis prêt. Et j'ai commencé ma quête. D'abord, il a commencé au Bénin là-bas. Comme il était étranger, ça m'a bien pris. Les gens ne me connaissaient pas, les gens se méfiaient de moi. Donc, j'ai entrepris de revenir au pays pour pouvoir faire le truc. Donc, je suis allé dans une ville. J'ai fait au moins 1 semaine à 1 mois là-bas. J'ai vu un peu comment ça se passait. Et j'ai pu faire le sacrifice. Quand j'ai fait le sacrifice, je ne peux pas transporter ça. Donc, j'ai appelé le monsieur. Il m'a dit, ah, découpe en morceaux le sacrifice et on foule bien profond dans le sol. À ce moment donné là, moi là-bas, les génies vont recevoir le sacrifice. C'est ce qu'il a fait. À partir de là, carrément tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Voiture, l'argent, maison. Mon nom était encore plus grand qu'il était. On parlait de moi partout. Partout où je passais, on parlait de moi. Même quand je n'étais pas là, j'étais indispensable. J'étais incontournable. Il n'y avait pas mon deux dans le pays là. Mes parents étaient plutôt... Ils doutaient un peu. Ils se disaient, mais... Ils posaient beaucoup de questions. Mais j'ai lancé les flocons pour leur dire, non, c'est un gombo ici à aller faire, non. Il bat quelque part là-bas, non, il fait ça, il fait ci. Bon, ça les rassurait, mais pas à 100%. Surtout ma maman, elle savait que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Elle savait. Souvent, elle venait me voir aussi de la veille. Ah, depuis le matin, tu es au travail, tu es ici. Et non, ici, il me fait mon CV, il doit te poser. Enfin, je la mettais dans flocon. Donc, côté de mon papa était plutôt content. Du moment où je ne vole pas, du moment où il n'y a pas d'histoire, on a entendu que non, mon fils a volé là, lui, il était plutôt content de moi. Lorsque ça a pété vraiment, j'ai acheté une maison pour mes parents. Là, ma maman, franchement dit, c'est une dame, elle est très vigilante sur ces histoires de l'argent facile, tout ça, parce que dans le quartier où nous sommes là, bon, où nous étions avant là, les jeunes là, ils ne duraient pas longtemps. En tant que le jeune est mort, tout ça, elle était très vigilante par rapport à ça. Donc, lorsque j'ai acheté la maison pour eux, elle m'a fait asseoir. Elle m'a dit, ah, mon fils, il a fait un rêve sur toi. Le rêve n'est pas bon. Sur ta maman, il faut m'expliquer comment tu fais pour avoir l'argent. Au début, là, il a eu fait gros cœur. Il a voulu, non, la vie est toi-même, c'était comment ton enfant a réussi, il faut t'appeler, qu'est-ce qu'il y a? Mais, tout a basculé lorsque un jour je reçois un message d'une de mes victimes qui me disait comme ça, une dame, elle me dit, à cause de toi, mon mari s'est suicidé. Ça m'a fait un pincement au cœur. Je me suis retrouvé complètement abasourdi. Et à partir de là, j'ai commencé à recevoir des messages réguliers de mes victimes. J'ai commencé à faire des rêves pas possibles sur les gens que j'arnaquais, qui venaient pleurer, me maudire dans mes rêves. Je n'arrivais plus à dormir. Mes affaires avaient pris une tournure vraiment désagréable. Même si j'avais encore de l'argent et mes possessions, mes voitures et tout ça, mais ça n'allait pas du tout même. En ce moment, ils sont encore dans la maison, je m'occupe d'eux, mais ça ne va pas en fait.
de mon cœur, de mon âme, de mes tripes, ça ne va pas. Chaque nuit, c'est toujours les mêmes cauchemars. Chaque nuit, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent me voir en rêve. Le stress, ça, devant les gens, je fais comme si de rien n'était. Je suis un gars chill, posé, très généreux même. Comme me sollicite, voilà. Je n'hésite pas à donner de l'argent. Parce que ce n'est pas l'âge qui me manque. Je n'ai plus même à me soucier de l'argent. Mais ce mal-là me ronge. Cette culpabilité, tout cet argent est bâti sur un énorme mensonge. Le sang et le vol. Et ça me pèse énormément. C'est pour ça que vraiment je suis là pour pouvoir me libérer. C'est un secret vraiment trop lourd pour une seule personne. Je demande pardon à toutes ces personnes que j'ai pu blesser, à toutes ces personnes détruites, à toutes ces familles. Je sais que ces simples mots ne pourront pas atténuer votre chagrin ou vos mots. C'est tout ce que je peux faire. L'argent facile m'a perdu. C'est le secret de vie de Stéphane, notre témoin. Stéphane a 25 ans. Aux yeux de son entourage, il a réussi, mais derrière cette façade se cache une réalité sombre, celle d'un anarcheur rongé par des remords. 27 22 42 58, le téléphone est ouvert. Quelles sont vos impressions? Erin, commentaire? C'est une histoire très forte et finalement l'histoire de beaucoup de jeunes qui privilégient l'argent facile au détriment de la force du travail qui prend du temps. Donc il y a beaucoup à dire parce que ça mêle le spirituel mais aussi le physique. Donc j'ai hâte de pouvoir décortiquer pour nos téléspectateurs cette histoire. Et le décryptage commence d'ailleurs maintenant. Vu l'intuition de la mère, l'implication de la mère dans l'éducation de son fils, on conclut automatiquement qu'il vient d'une famille où l'éducation règne. Du coup, comment expliquer cette influence amicale, cette mauvaise influence même amicale, je dirais? Il y a deux éducations. On a ce qu'on appelle la socialisation primaire, qui est l'éducation que notre famille, nos parents vont nous donner. Et puis dans un second temps, on a la socialisation secondaire qui est constituée de nos groupes de pairs. Nos groupes de pairs sont nos amis, nos collègues, les personnes en dehors de la maisonnée qui vont influencer le cours de notre vie. Si dans le cadre de la socialisation primaire, la maman, le papa n'a pas posé certaines fondations, n'ont pas posé certaines bases, n'ont pas prêté attention peut-être à certaines dérives que l'enfant pouvait avoir, il finira par faire son éducation dans la rue, au dehors et avec les gens qui ne sont pas de sa famille. Donc même si la maman se préoccupe de l'enfant, il y a forcément quelque chose qui a manqué dans le cadre familial, peut-être une présence paternelle, peut-être une figure masculine, peut-être un cadre, une structure qui n'a pas été là au départ et qui a permis quelque part que cette personne en grandissant soit influencée par l'extérieur. Quand vous dites justement, il y a peut-être l'absence paternelle, je confirme un peu, parce que lui-même il souligne que mon père, ça ne dérangeait même pas que je ramène de l'argent, ça ne lui disait absolument rien, c'est ma maman que ça dérangeait. Donc je crois que quelque part, effectivement, quand on est face à une situation où le père qui est censé être, je vais dire, la pièce maîtresse, être celui qui tape sur la table, ne dit absolument rien, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont présents physiquement, mais absents émotionnellement parlant. Beaucoup pensent que parce qu'on a grandi avec des figures parentales physiquement présentes, ça veut dire qu'on a bénéficié de tout ce qu'un enfant doit avoir, mais c'est pas vrai. Parce que si le père est là juste comme un figurant dans la vie de l'enfant, mais que derrière, il ne peut pas être un appui émotionnel, un soutien émotionnel, en fait, c'est comme s'il n'était pas là. 27 22 42 58. Bonsoir Mariam. Allô? Bonsoir Mariam, comment allez-vous? Malheureusement, je n'ai pas le retour de Mariam en studio.
Allô? Je vous entends faiblement, Mariam. « 27 22 42 58, n'hésitez surtout pas à nous appeler pour donner votre avis sur le secret de vie de notre témoin qui est Stéphane. Et on rappelle que son secret de vie est « L'argent m'a perdu ». Cette soif d'être toujours au centre de l'attention, comment peut-on l'expliquer? On peut l'expliquer par des blessures, par un sentiment d'effacement. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles n'existent qu'au travers du regard des autres, qu'au travers du regard que la société peut poser sur eux. Donc quand on n'a pas suffisamment de confiance et d'estime de soi pour se valoriser soi-même indépendamment du regard extérieur, alors on cherche l'attention d'autrui plutôt que de se porter de l'attention à soi-même. Alors, toujours dans l'optique de comprendre émotionnellement les agissements de notre témoin, est-ce que cette soif d'attention peut justement briser, je vais dire, une barrière, c'est-à-dire que toute sensation émotionnelle en nous? C'est possible parce qu'au final, on ne se préoccupe plus de ce que les autres ressentent parce qu'on ne se préoccupe pas soi-même de ce qu'on ressent. Il est déconnecté de ses émotions, donc au final, il entre dans ce qu'on appelle un état d'apathie. L'apathie, c'est le fait de ne plus rien ressentir, de ne plus ressentir d'émotions. Beaucoup de gens, d'ailleurs, rentrent dans cet état après des traumatismes, des chocs, des événements de vie. Ils décident de se couper pour ne plus ressentir, pour ne plus souffrir. Mais le problème, c'est que quand on se coupe de ses émotions, on se coupe aussi des émotions des autres. Alors on fait du mal, on blesse, et ça ne nous dit rien, ça ne nous fait rien, parce qu'on n'arrive pas à ressentir la douleur de l'autre. On ne se concentre que sur le résultat, pardon, je perds mes mots, mais on ne se concentre que sur la finalité. Voilà, c'est ça. On se concentre que sur le résultat, on s'en fout de ce que les autres ressentent. Je crois que on commence à se rapprocher peu à peu du personnage, de la personnalité de notre témoin. Parce que, à l'entendre parler, à un moment, il était dépourvu de tout ce qui était compassion. Absolument. À partir du moment où déjà on note la vie d'un être humain et qu'on vit avec ça, c'est qu'on est dans une apathie très profonde. À présent, parlons de l'action de la narque. Alors, à écouter Stéphane, cette soif de richesse, cette soif de m'as-tu vu, c'est carrément à cause de la pauvreté. Est-ce qu'on peut légitimer le broutage comme réponse légitime? Pas du tout. Alors ça peut l'expliquer, mais ça ne le justifie pas et en aucun cas ça ne le légitime. En fait, toute pratique qui fait du mal à autrui pour obtenir de l'argent est par essence malsain. Donc on ne peut pas prendre ça comme un justificatif pour expliquer que non, on fait ça parce qu'on est pauvre, on fait ça parce qu'on n'a pas les moyens. Non, il y a des voies beaucoup plus convenables pour obtenir de l'argent. Et comment un jeune de cybercriminel, peut-il passer de l'escroquerie virtuelle au meurtre réel? C'est vraiment par échelon, je dirais. C'est-à-dire que au départ, on fait quelque chose qu'on estime ne pas être trop grave. Bon, j'ai arnaqué un vieux, c'est pas grave, c'est un vieux, il a de l'argent, 100, 200 euros que je lui prends. Qu'est-ce que ça va changer à son portefeuille? Et puis en fait, c'est graduel parce qu'il y a l'impact du gain. Il y a ce côté obsessionnel là où on veut toujours plus, mais avec toujours plus de facilité. Donc on cherche les voies dérobées qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des actes et à poser des actions toujours plus graves parce que vous savez, c'est comme, Lynn, c'est comme quand on fait quelque chose qu'on aime bien, quand on aime le sucre par exemple. On sait que c'est pas très très bon pour notre santé, mais on va en vouloir encore et encore et encore et après, eh ben, on va atteindre une consommation qui va devenir très 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 nuisible pour notre santé. C'est un peu le même processus, encore et toujours pour toujours plus d'argent. Et c'est-à-dire que les meurtres dans ce type d'escroquerie-là sont un peu comme un passage inévitable. Ce n'est pas un passage inévitable, mais ça le devient pour la personne qui ne se fixe aucune limite, pour la personne qui est prête à tout pour s'enrichir en fait. Ça devient finalement un passage malheureux pour la personne qui a perdu ses mœurs et sa morale.
tu n'aimeras et tu adoreras aucun Dieu à part moi. C'est vrai que c'est un passage biblique, mais j'ai essayé là de le tirer de la Bible pour le ramener dans notre quotidien, surtout pour l'adapter à notre situation. Stéphane, plus précisément son ami, lui dit, écoute, allons au Bénin pour faire des rituels, pour voir un grand marabout. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, ils ne sont pas assez puissants. Et pour couronner le tout, il y a des risques qu'on nous découvre, qu'on nous voit en train de faire, en train de visiter un marabout. Allons au Bénin. En allant au Bénin, en allant adorer d'autres identités, je veux dire, est-ce que c'est pas prendre un gros risque? Parce que ça ne vient pas de chez nous. On sait ici que tu ne verras jamais un sénoufo, vous ne verrez jamais un sénoufo adopter le fétiche, adorer le fétiche d'un guerrier et vice-versa. Donc, en allant dans un autre pays, est-ce que c'est pas prendre un gros risque? Alors, je vais essayer un peu de déconstruire tout ça pour que les gens comprennent comment ça marche dans le spirituel. Premièrement, les entités n'ont pas de nationalité. Après, c'est vrai qu'elles ont des ancrages culturels. Pourquoi? Parce qu'il y a l'essence. Il y a l'essence derrière l'entité. Par exemple, on a des entités maternelles. Et après, il y a le peuple qui adopte cette entité-là, qui va lui donner un nom, lui donner une appellation et qui va pérenniser le culte de cette entité-là. Ensuite, il y a des entités lumineuses et des entités obscures. En réalité, c'est notre intention qui va conduire ce qui va se passer avec cette entité-là. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous accompagnés par des énergies, d'autres les appelleront guides, d'autres ancêtres, d'autres anges, entités, etc. Il y a plusieurs termes. Mais nous sommes tous accompagnés par essence. Maintenant, le fait de décider d'aller contracter avec une entité obscure, c'est là que ça devient problématique. Et pour répondre à votre question, Lynn, concernant le pays, en réalité, il n'y a pas de pays plus spirituel que d'autres. Il n'y a pas de pays plus puissant que d'autres. Ben, c'est pas ce que je veux dire. Depuis la nuit des temps, on nous a appris. Quand on a affaire à un Béninois, par exemple, dans une petite discussion, même sur les réseaux sociaux, on dit attention, l'adversaire est béninois, hein. Attention, l'adversaire est sénégalais, attention, l'adversaire est burkinabé. Parce que dans notre tête, la spiritualité, elle prend une autre proportion, une autre dimension dans ces pays-là. Alors, je vais expliquer, du coup, parce que c'est vrai, ce sont des choses qui se disent. Il y a des pays qui, historiquement, ont préservé plus de culture traditionnelle que d'autres. Et il est vrai que, par exemple, au Bénin, ils ont encore un profond héritage traditionnel. Il y a le vaudou qui est très présent dans ce pays-là. Et il y a des pays qui ont un peu plus perdu cette identité culturelle-là, qui sont beaucoup plus ancrés dans les religions, etc. Donc, c'est vrai que les pays ont des histoires, d'accord? Maintenant, sur le plan spirituel, non, et je le répète, il n'y a pas de pays plus fort spirituellement que d'autres, d'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Justement, bon, là, vous avez répondu à ma prochaine question, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent justement que l'herbe est plus verte ailleurs qu'ici. C'est dit ici, là, nos guides ici, ils ne sont pas si puissants, ils ne sont pas forts. Alors, la barre, là, c'est plus dangereux. Non, en fait, c'est un peu le propre de l'humain. Souvent, il ne voit pas la valeur de ce qu'il y a en face de lui, donc il se dit que ce sera forcément meilleur ailleurs. Mais sur le plan spirituel, comme je l'ai dit, c'est l'intention qui conduit l'acte. Donc, qu'on ait une bonne intention en Côte d'Ivoire ou qu'on aille déporter cette bonne intention au Bénin, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, et c'est là où j'aimerais expliquer, le danger vient du fait que quand vous allez dans une autre culture, vous ne connaissez pas réellement tout ce qui englobe cette culture-là. Donc, quand vous allez contracter avec une entité d'un autre peuple, vous pouvez ne pas être réellement au courant de tout ce qui englobe l'énergie de cette entité-là. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Parce que, comme dans le juridique, on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et ça s'applique aussi au spirituel. Donc, si vous allez contracter avec quelque chose que vous ne maîtrisez pas et que derrière, ça se mélange, on ne pourra rien faire parce qu'on se dira, mais
c'est vous qui avez accepté en fait de dealer avec cette entité-là. Donc naturellement, les gens préfèrent se raccrocher aux entités qui sont issues de leur groupe ethnique, de leur lignée familiale, parce que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, et parce qu'ils savent qu'ils ont des figures, des guides religieux ou bien des guides spirituels, des chefs traditionnels qui pourront en fait encadrer et leur expliquer beaucoup mieux la pratique parce que ça descend de leur lignée à eux. Et parlant d'identité, à ce qui paraît, il y a ceux de la lumière et ceux de l'ombre. C'est vrai? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le monde des polarités, il y a du lumineux et il y a de l'obscur. Et au niveau des entités, c'est pareil. Donc pour pouvoir faire la différence, une entité de la lumière ne va jamais vous demander de faire le mal, ne va jamais vous demander de sacrifier un être humain, ne va jamais vous demander finalement de faire quelque chose en fait qui pourrait vous nuire profondément. Tandis que les entités de l'ombre, elles vont réclamer et puis elles vont réclamer sans cesse. Ça veut dire que quand on fait par exemple un sacrifice de sang, généralement on n'en fait pas qu'un. Elles en demanderont d'autres et d'autres. Enfin, voilà, il y a vraiment cette dynamique d'alimenter l'entité. Il y a aussi cette culture du secret. Quand on deal avec une entité de l'ombre, généralement, on va nous dire « il ne faut pas le dire ». C'est quelque chose qui va rester en secret. Les pratiques qu'on va faire vont rester obscures. Alors que lorsque on a des contacts avec des entités lumineuses, enfin, il n'y a rien de secret. C'est des choses qu'on peut librement exprimer entre guillemets, même si le sacré comporte aussi ses règles et tout ne se dit pas, etc. Donc déjà, il y a ça qui est important à comprendre. Merci pour cet éclairage. Alors, 3 jours pour réfléchir. C'est ce que le marabout lui a dit. Il dit, vous avez 3 jours pour réfléchir et me donner votre réponse vis-à-vis du sacrifice. Il est revenu en disant, oui, j'accepte. Et je crois qu'il est revenu avant le délai donné, si j'ai bien compris. Est-ce à dire que cette soif de richesse-là lui a effacé toute éthique morale? Ah ben, ça c'est clair. Ça, c'est clair, parce que le sacrifice humain, pour les personnes qui n'auraient pas compris, c'est le fait d'ôter la vie à un être humain. J'aimerais d'ailleurs faire la distinction entre sacrifice humain et sacrifice animal. D'accord. On sacrifie les animaux dans le cadre de la tradition africaine et de certaines religions parce que justement l'animal permet en fait de ne pas sacrifier un être humain et en plus l'animal est consommé et c'est fait dans un cadre avec des règles bien précises. Dans aucune spiritualité, dans aucun courant qui est dans la lumière, on ne va demander à quelqu'un de sacrifier un être humain, d'ôter la vie à un être humain. Donc ça, c'est très, très, très important de le rappeler. Verser le sang pour obtenir quoi que ce soit est absolument et totalement proscrit. Et je me suis perdue dans votre question, Lynn, du coup. Non, mais vous n'êtes pas perdu du tout, hein, parce que c'est toujours dans la même vanne, dans la même lignée. Vous avez parlé de façon d'éthique morale pour quelqu'un justement qui a, je veux dire, a cette force-là, cette énergie, le courage d'aller jusqu'à sacrifier quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est, je veux dire, dépourvu de toute moralité. Hein. C'est fini. Donc là, je parlais du fait qu'il n'a pas eu à attendre les 3 jours, le délai donné par le marabout. Il est venu, il a quitté Joan, bon, pour prendre, on ne sait pas à quelle heure il a quitté le marabout, mais à l'entendre, c'est comme si le marabout lui a donné le délai aujourd'hui, le lendemain, il s'est pointé chez le marabout. Parce qu'il a dit, avant le délai donné, j'étais déjà chez le marabout pour lui dire, j'accepte. Donc on suppose que c'était genre le lendemain qu'il est passé. C'est ça, donc effectivement il y a une perte de morale, il y a aussi une perte de sensibilité parce que pour ôter la vie d'un être humain il faut quand même beaucoup de sang-froid, il faut être absolument déconnecté de ses émotions et des émotions de l'autre pour pouvoir produire un tel acte de manière volontaire et consciente, donc c'est un crime et naturellement, spirituellement, physiquement, légalement, c'est pas quelque chose à faire, voilà, c'est quelque chose d'absolument proscrit et ça, on ne peut pas l'excuser, on ne peut pas le justifier. Et d'ailleurs puni par la loi. Alors, à tous ceux qui nous prennent en marche, nous résumons pour vous l'essentiel du secret de vie de notre témoin. Je m'appelle Stéphane, j'ai 25 ans, tout le monde me prend pour un homme qui a réussi. Mais avant ça, j'étais un jeune qui galérait, je n'avais complètement rien même, j'étais au quartier tout le temps. Lorsque je gagnais 100 francs ou 200, je partais m'asseoir aussi avec des amis. Vraiment, c'était la galère même.
Donc comme ça, il y a un ami à moi qui me dit qu'il y a un business pour moi. Lorsque je commence à commencer avec des petites annonces sur Internet, des mails, des faux profils, où on arnaquait des vieilles blanches même. Et lorsque l'argent a commencé à venir, les gens me regardaient différemment. Il n'était plus le pestiféré qu'on voyait, qui vient tout s'asseoir au cyber avec ses 100 francs de connexion, qui tournait dans le quartier. Il y avait vraiment ce respect-là. Et ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai entrepris de graver les échelons, de passer à tout autre niveau. Et là, je crois que j'ai fait l'irréparable. Je suis allé voir des marabouts, des féticheurs, et le monsieur nous dit carrément, pour ce qu'on est venu faire là, il faut un sacrifice humain. Et je suis allé dans une ville, j'ai fait au moins une semaine à un mois là-bas et j'ai pu faire le sacrifice. Quand j'ai fait le sacrifice, je ne peux pas transporter ça, donc j'ai appelé le monsieur, il m'a dit, ah, découpe en morceaux le sacrifice et enfuis-le bien profond dans le sol. À ce moment donné là, moi là-bas, les génies vont recevoir le sacrifice. Donc ce que j'ai fait, à partir de là, carrément tout s'est enchaîné. Voiture, l'argent, maison, mon nom était encore plus grand qu'il était. Partout où je passais, on parlait de moi. Même quand je n'étais pas là, j'étais indispensable. J'étais incontournable. Il n'y avait pas mon deux dans le pays là. Tout a basculé lorsque un jour je reçois un message d'une de mes victimes qui me disait comme ça, une dame, à cause de toi, mon mari s'est suicidé. Ça m'a fait un pincement au cœur. Chaque nuit, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent me voir en rêve. Le stress de ça, ce mal-là me ronge. Cet argent est bâti sur un énorme mensonge. Le sang et le vol. Et ça me pèse énormément. Je demande pardon à toutes ces personnes que j'ai pu blesser, à toutes ces personnes détruites, à toutes ces familles. L'argent facile m'a perdu. C'est le secret de vie de notre témoin Stéphane qui regrette aujourd'hui. Raison pour laquelle il a décidé de partager son secret de vie avec nous. 27 22 40 12 58. Quel est votre avis? Que suscite en vous ce secret de vie, celui de notre témoin Stéphane? Alors, toujours dans le carré de l'action de l'arnaque, là, j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse un tant soit peu au rôle un peu de nos guides religieux et traditionnels dans cette dénonciation ou complicité tactile de ces pratiques. D'accord. Alors, je ne pourrais pas parler au nom de ces ordres-là puisque je n'appartiens à aucun ordre que ce soit exactement. religieux ou Je dis qu'en fait, comment ils peuvent vraiment nous aider? En revanche, effectivement, je pense qu'ils peuvent faire plus de sensibilisation et mettre plus de clarté sur les pratiques proscrites ou non. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est que même parfois dans certains courants spirituels, il y a des dérives puisqu'on n'arrive plus à déceler le vrai du faux, le lumineux de l'obscur, etc. Donc, il faudrait qu'ils puissent mettre davantage de clarté sur ce qui est réellement guidé, sur ce qui est vraiment issu de la lumière et sur ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mais surtout, je pense que les chefs traditionnels devraient prendre encore plus de place, notamment pour faire comprendre aux gens la distinction entre ce qui est dit traditionnel et ce qui est une dérive de la tradition. Voilà. Alors, selon vous, pour éradiquer ce fléau, faut-il miser sur un système policier ou bien un système éducatif? Les deux. En réalité, les deux, parce que le système policier va apporter tout l'aspect juridique, va permettre de mettre en prison les personnes qui ont ôté la vie à d'autres, va permettre de condamner, de punir ceux qui ont mal agi. Et de l'autre côté, le système éducatif va permettre effectivement d'éviter ces dérives-là à l'âge adulte, puisque l'éducation se fait dans l'enfance. Donc un enfant qui est encadré, à qui on explique que ça c'est bon, ça ne l'est pas, ça se fait, ça ne se fait pas, naturellement lorsqu'il grandit, il grandit avec une certaine forme de sagesse qui lui a été inculquée dès l'enfance et il développe un discernement qui lui permet de savoir ce qui
est à faire ou n'est pas à faire. Il développe une morale, des valeurs qui lui ont été inculquées dans l'enfance et qui font que naturellement, il saura comment se comporter en société et comment agir, même lorsqu'on cherche à avoir plus de gains financiers. C'est bien noté. En direct de Facebook, nous sommes actuellement sur la page RTI2. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager vos commentaires seront affichés à l'écran. 27 22 40 12 58, on rappelle que le téléphone est ouvert pour tous ceux qui aimeraient bien participer à la guérison émotionnelle de notre témoin. Alors, il est impossible de parler, de décrypter l'histoire de notre témoin sans parler de sa mère. Il a réellement insisté sur le fait que sa mère a ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. À la vérité, est-ce que c'est vraiment vrai cette histoire d'intuition maternelle ou bien c'est juste une question de prêche le faux pour avoir le vrai? C'est vrai parce que nous avons ce qu'on appelle un lien d'âme avec toutes les personnes dont on est proche. Beaucoup de gens pensent à tort et à travers que les liens d'âme, c'est uniquement avec les personnes avec lesquelles on a entretenu des relations sexuelles, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes liés sur les plans spirituels à nos parents, aux gens avec qui on a eu une certaine forme de proximité, nos frères et sœurs, etc. Donc, naturellement, la maman est en mesure de ressentir intuitivement qu'il y a un déséquilibre dans le champ énergétique de son enfant. Elle est en mesure instinctivement de comprendre que quelque chose n'est pas clair, qu'il n'y a pas la lumière sur quelque chose. Et d'ailleurs, elle le dit, j'ai rêvé que quelque chose n'était pas bon. Parce que nous sommes tous connectés spirituellement parlant, d'accord ? Notre canal énergétique, notre canal spirituel est connecté à la source divine. Donc, on reçoit tous des informations. Et parfois, effectivement, les membres de notre famille, justement parce que nous sommes liés sur les plans spirituels, au-delà d'être liés par le sang, par l'ADN, peuvent recevoir des informations nous concernant pour être alertés sur une problématique ou sur quelque chose qui ne va pas. Donc, étant donné qu'il était en train de se détourner du chemin de la lumière, la maman a reçu intuitivement l'information que quelque chose n'allait pas. Donc, ce n'est pas juste prêcher le faux pour savoir le vrai, c'est vraiment des ressentis que nos parents, nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs, les personnes les plus proches de nous, nos conjoints, nos conjointes, ont lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie. Et les rêves, même pas des rêves, parce qu'on m'a dit que les rêves, c'est quand c'est positif. Et les cauchemars, c'est quand c'est négatif, c'est vrai? Alors, je dirais qu'il y a une certaine mesure. Pourquoi? Parce que parfois, on peut faire des rêves qu'on pense être des cauchemars, alors qu'en réalité, ça n'en est pas. Une personne qui rêve, par exemple, qu'elle se fait poursuivre, d'un point de vue mental, elle se dira que « Oh, on m'attaque, il y a un problème parce qu'on courait après moi la nuit ». Alors qu'en réalité, parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, ça peut exprimer une fuite de soi, une part de nous-mêmes qu'on a longtemps laissée et qui veut nous retrouver, un passé qui nous rattrape quelque part parce qu'il y a quelque chose à régler. Donc vous voyez, l'interprétation des rêves, c'est toute une science. Il y a tout un monde à comprendre derrière. Alors, dans le cas de notre témoin Stéphane, lui qui est un brouteur, qui a des remords aujourd'hui, comment peut-on interpréter ses rêves? Cauchemar ou rêve? Surtout qu'il dit qu'il voit les personnes qu'il a eu à narquer dans son rêve. Alors, déjà, je ne suis pas certaine qu'il ait véritablement des remords. Sa principale problématique, c'est le fait qu'il fait des cauchemars. Alors oui, dans son cas de figure, ce sont des cauchemars parce que, naturellement, ça le rattrape spirituellement. On ne peut pas ôter la vie d'un être humain et penser qu'on va passer des nuits paisibles. Ça n'est pas possible parce qu'il y a des âmes qui sont tourmentées. Certaines âmes ne sont pas en paix. Donc, des âmes qui ont quitté notre monde comme la personne à laquelle il a ôté la vie, mais également des âmes qui sont présentes à qui il a fait du mal. Vous savez, quand quelqu'un souffre et qu'il pose ses deux genoux à terre, comme on dit, pour réclamer justice divine, il se passe des choses aussi sur les plans subtils. Donc on ne peut pas arnaquer quelqu'un, on ne peut pas faire du mal à quelqu'un et penser qu'il ne va rien se passer. Même si dans la vie de tous les jours, cette personne ne vient pas vous voir pour vous dire « tu m'as fait du mal », etc., sa douleur, vous l'entendrez d'une manière ou d'une autre sur les plans physiques ou sur les plans subtils. Donc on fait mal de dire que le karma n'agira jamais, il faudra qu'on se venge soi-même. Ah, non, on n'a pas besoin de se venger soi-même parce que la vie s'occupe déjà de tout.
lorsqu'il y a injustice, la vie rétablit la justice. C'est comme ça, c'est une loi divine. Ça, on ne peut pas y échapper. Donc oui, le karma existe puisque le karma est une loi spirituelle qui dit que ce que je sème, je le récolte. Quand on sème de bonnes choses, on parle de dharma. Parce qu'on récolte quelque chose de positif. Mais quand on sème quelque chose d'entre guillemets négatif, on récolte le karma. Après, le karma n'est pas une punition divine, mais c'est juste en fait un retour de bâton. Parce que la spiritualité dit que ce que je sème, je récolte. Donc en fonction de ce qu'on sème, on récolte. Et parlons de punition. Tout à l'heure, vous avez souligné que vous ne ressentez pas les remords de ce qu'il est en train de souligner là dans son histoire. Pourtant, moi, je venais dire, mais attends, ils ont des remords, et la punition a déjà commencé à agir, puisqu'il fait des cauchemars, il a commencé à déprimer. Pour moi, c'est une grande preuve et de très grands signes de remords déjà. Alors, vous savez, en tant que thérapeute énergétique, je ne me contente pas que de ce que les gens disent verbalement, mais je lis aussi beaucoup entre les lignes et j'essaye de comprendre de manière un peu plus subtile quels sont les messages derrière les paroles. Donc si je décortique son propos, premièrement, il a parlé du fait qu'il a fait un sacrifice humain. Oui. Il ne mentionne pas clairement qu'il a ôté la vie. Donc déjà, il y a un espèce de flou qui est mis autour de l'acte qui a été fait, même si après il parle de découpe, etc., et qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Et à aucun moment, dans le témoignage, il n'exprime le fait qu'avoir posé cet acte-là est problématique pour lui. Ce qu'il dit, c'est que les personnes qu'il a arnaquées le tourmentent dans ses rêves et qu'il leur demande pardon pour ce qu'il a fait. Mais le pardon qu'il demande, c'est un pardon pour pouvoir être beaucoup plus apaisé. Alors après, je ne peux pas penser à sa place. Peut-être qu'il a des remords concernant le sacrifice humain qu'il a fait et qu'il ne l'a juste pas évoqué dans le témoignage. Donc on peut laisser aussi le bon soupçon. Mais dans la manière dont il raconte l'histoire, moi je sens quelqu'un de très détaché quand même de ce qui se passe. C'est pas un jugement, hein, c'est juste une observation. Du coup, selon vous, s'il n'y avait pas eu ce fameux message, je crois que le message, ça faisait... à cause de toi, mon mari s'est suicidé. S'il n'y avait pas eu ce déclic-là, notre témoin n'allait jamais se rendre compte qu'il est en train de faire du mal aux gens. C'est possible. C'est possible parce qu'effectivement, ça a été le déclencheur qui l'a un peu ramené à lui-même. Pas totalement, mais je pense que c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il a compris qu'il avait peut-être mal agi et qu'il ne devait peut-être pas faire tout ça pour obtenir les biens financiers. Parce qu'au final, à quoi ça sert d'avoir une maison, des voitures dormir les nuits et ne pas être en paix? Alors, je suis là ce soir pour demander pardon. Je regrette mon acte, j'ai des remords. Pensez-vous que le pardon peut remplacer une justice? Non. Le pardon apaise l'âme parce que le pardon est un acte égoïste. On pardonne pour soi. En revanche, la justice est la justice et à ce niveau-là, on ne peut pas mélanger les deux. D'accord. 27 22 40 12 58. Mariam de Beaunois est de retour. Bonsoir Mariam. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ravi. Alors, quelle lecture faites-vous de l'histoire de notre témoin ce soir? Cette histoire fait vraiment froid dans le dos. J'ai écouté avec beaucoup de peur, mais en même temps des leçons à en tirer. Parce que arriver à avoir le courage de pouvoir ôter la vie à quelqu'un et pour avoir de l'argent, il faut avoir gros cœur, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc franchement, moi je pense que ce petit-là, il a besoin de prier, il a besoin de se repentir, d'avouer ce qu'il a fait. Sinon, il n'aura pas la paix. D'un autre point de vue aussi, je comprends, l'argent propre est trop là. Donc, ce qui pousse certains jeunes à faire des choses qui sont compliquées. Mais ce qu'il a fait là, franchement, comme on dit, il a gros cœur. Je lui souhaite de trouver la paix. Ce qu'il a fait n'est pas bon, mais j'espère qu'il va trouver la paix en tout cas. Merci bien. Merci bien à vous, Mariam.
Je vous en prie. 27 22 42 58, on souligne que Secret de vie, c'est du lundi au vendredi. L'objectif de cette émission est de permettre à nos témoins de se libérer de leur fardeau, mais aussi à vous, chers téléspectateurs, de participer à leur libération, à leur guérison émotionnelle et psychologique, en appelant justement 27 22 42 58 pour donner votre avis, pour donner vos conseils, pour apporter aussi, et pourquoi pas, des remarques utiles, des conseils utiles, des critiques. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On rappelle aussi que vous pouvez aussi donner votre secret de vie. Venez partager votre secret de vie avec nous en rentrant inbox. La page Facebook, c'est RTI2, nom, prénom et aussi numéro de téléphone et l'énoncé de votre secret de vie sont à mentionner dans votre message. À présent, parlons de l'aveu. Notre téléspectatrice l'a souligné. Doit-il avouer pour se libérer, pour avoir la paix? Oui, mais il doit surtout se repentir. Donc, en vérité, c'est une forme d'aveu. Dans sa situation, seul le repentir peut vraiment l'aider à retrouver la paix intérieure. Et sa mère qui cherche tant la vérité, est-ce qu'en lui disant la vérité, cela peut aplanir un peu les choses? Oui, mais il doit faire en sorte de dire cette vérité-là, qui est quand même assez violente, dans un cadre bien précis. Il ne peut pas dire les choses comme ça. Vous voyez, parce que dire à sa maman qu'on a ôté la vie d'un être humain pour avoir de l'argent, c'est quand même quelque chose de très choquant. Donc, le cadre doit être mis en place pour pouvoir dire les choses comme il se doit. Mais c'est étape par étape. Premièrement, il doit se repentir, se demander pardon à lui-même, effectivement prier et chercher à se racheter. Ça, déjà, c'est les premières étapes. Prier et chercher à se racheter. 27 22 42 58. Monsieur Paul de Sangon, comment allez-vous? Bonsoir, nous allons bien. Ici à Sangon, je suis en bien. D'accord. Alors, quelles sont vos impressions? Je suis déjà d'accord avec la conclusion de la spécialiste sur le plateau. Là, on constate qu'on a commis quelque chose d'aussi grave où on a passé sa vie à être dans le mauvais. Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître soi-même qu'on est malade. Voilà, donc c'est en cela que je rencontre vraiment le point de vue de la spécialiste en plateau, c'est de faire de l'expiation. L'expiation, c'est-à-dire que d'abord reconnaître, mettre les choses à plat et puis mener des démarches qui vraiment contraires à ce qui a été notre vie d'avant. D'accord. Voilà, sorti de, de ce labyrinthe-là. Comment? Parce qu'il y a la façon de donner les conseils, mais le comment est compliqué à faire. C'est de déjà se débarrasser du train de vie que ce bien mal acquis là nous a donné. D'accord. Et ça commence parfois par se débarrasser des nouveaux amis, des amis qu'on a acquis en vivant comme ça déjà. Ça, c'est le premier pas. Parce que vous avez beau faire les choses, si vous fréquentez les mêmes personnes, ils ne peuvent que vous ramener le même champ d'expérience que vous avez en commun. Donc, il y a un genre d'isolement à faire et puis une mise à distance par rapport à vraiment à cette nouvelle vie. Parce que c'est nouveau. Il n'était pas comme ça. Il était soit pauvre ou moyen. Là, il est monté à un niveau. Ce niveau-là, c'est d'accepter d'en redescendre, de descendre de ce niveau-là et accepter le regard des gens. Merci bien à vous, Paul. Voilà, Merci bien. Merci beaucoup. Merci bien. Renoncer à ces biens mal acquis pour une guérison certaine, pour ou contre? Ni pour, ni contre. Je dirais que ça peut être un acte pour se racheter, mais ce n'est pas l'acte qui va tout régler. Ce serait trop facile de juste tout vendre et se dire que ça y est, je me suis débarrassée de tous mes biens mal acquis, donc maintenant c'est réglé. Après, ça peut aider dans le processus, c'est une manière de se racheter, mais ça ne suffit pas. Et se rendre à la police?
Alors, ça, pour le coup, ce serait un acte vraiment, vraiment important et qui aurait un véritable poids, parce que se dénoncer, c'est faire un grand pas vers la vérité. Mais est-ce que ça ne va pas faire du mal, je veux dire, à sa famille? Parce que c'est vrai, il a envie de guérir, il a envie de bien faire les choses. Je me rends à la police pour moi-même mon mental, pour moi-même mon bien, pour ma dignité en tant qu'homme, et aussi montrer l'exemple à toute une génération, toute une jeunesse que ce n'est pas la bonne voie à suivre. Mais en faisant ça, en voulant bien faire les choses, est-ce qu'on ne va pas détruire toute une famille et la réputation d'une famille? Avant de penser au mal qu'il fera à sa famille, on doit d'abord penser au mal qu'il a fait à toutes les familles et à qui lui-même a fait du mal. La personne à qui il a ôté la vie a une famille, à qui il a fait du mal. Les personnes qu'il a qu'il a brouté, voilà, qu'il a arnaqué, ont une famille, à qui il a fait du mal. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte déjà. Après, oui, c'est sûr que c'est une conséquence inévitable. Ça va choquer sa famille, ça va créer des remous dans la famille, ça va créer des déceptions, etc. Mais, je le dis et je le répète, en réalité, le mal est déjà fait. 27 22 42 58, merci à tous ceux qui ont appelé, qui ont participé à la guérison émotionnelle de notre témoin qui s'appelle Stéphane. Merci aussi à ceux qui ont tenté de nous joindre, qui malheureusement n'ont pas eu la chance de nous avoir, mais c'est que partie remise. On rappelle que Secret de vie, c'est du lundi au vendredi dès 18h30. Nous sommes carrément au thème de notre émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin serait de rappeler à la jeunesse que bien mal acquis ne profite jamais. Donc, ne faites pas des pratiques occultes pour avoir de l'argent. Ne faites pas des pratiques que vous allez regretter toute votre vie pour pouvoir réussir. La réussite est un chemin long, parfois lent, mais la récompense, lorsqu'on a été vrai et droit, est incommensurable. Parce que c'est celle qui est véritablement pérenne et que vous pourrez transmettre aux personnes qui vous succéderont. Et à Stéphane, notre témoin particulièrement? Stéphane, repentez-vous, priez beaucoup, demandez pardon aux âmes que vous avez tourmentées, demandez pardon à toutes les personnes que vous avez blessées et pardonnez-vous pour vos actes. Prenez de réelles décisions pour votre vie, écartez-vous de tout ce qui n'est pas issu de la lumière et renaissez de vos cendres à nouveau. Le témoignage de Stéphane nous laisse avec de profondes réflexions sur la moralité, les conséquences irréversibles de nos choix et le poids de la culpabilité. Nous remercions Stéphane en tout cas pour son courage et pour ce partage de secrets de vie. Merci, beaucoup de courage à vous et on espère que vous allez prendre la bonne décision pour retrouver le droit chemin. C'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris lundi pour un autre secret de vie. C'était Lynn Banti avec les coachs thérapeutes énergétiques Erin Koné, Yoyo Sen à la réalisation. À lundi.